la première chose qui a fait que je me suis dit, OK, ça fonctionne, c'est que finalement, ce modèle organisationnel-là et cette proposition, elle plaît à toute taille d'entreprise et de tout secteur d'activité. Ça, c'était vraiment, ça veut dire qu'on s'ouvre à un potentiel marché qui est dingue. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur cet épisode, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Streleski, mais avant finalement de pouvoir en dire plus sur le sujet, même si les auditeurs ont déjà le titre, je vais tout simplement te laisser l'espace de nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Bonjour Pauline et merci de me recevoir. Donc moi, je suis Laura, j'ai 34 ans, je suis maman d'une petite Lina qui a 9 mois. Je vis à Toulouse et dans ma vie, je suis consultante en marketing et communication en freelance depuis plus de 10 ans à mon compte et surtout, je suis du coup la cofondatrice du collectif d'indépendants qui s'appelle La Collab, qui est spécialisé en marketing, communication et digital. On est assez pionnier puisqu'on existe depuis 2015 et aujourd'hui, on est présent dans 5 villes de France. Donc, c'est 5 collectifs qui existent. Donc, je vais dire rapidement Paris, Marseille, Lyon, Nantes et Toulouse. Et on travaille sur 2 nouvelles ouvertures. Voilà. Et pour un petit chiffre, en 2024, ça a été 160 freelances qui ont été en mission chez des clients. Donc, voilà, ça commence à faire pas mal de monde. Ouais, effectivement, c'est énorme et c'est génial. De toute façon, on va en parler. Ce parcours incroyable, je trouve qu'à la collab, c'est fou. Et justement, c'est pour ça aussi spécifiquement que je t'invite, toi, parce que je pense, si je dis pas de bêtises, après peut-être que je connais pas tout, évidemment, et c'est même sûr, mais je pense que vous êtes peut-être le plus gros collectif aujourd'hui sur cette thématique-là, je pense, en France, à mon avis. Il y a sûrement des concurrents, mais en tout cas, vous êtes les plus gros et les plus grands là-dessus. Euh, et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir cet échange avec toi. Et déjà, la première question toute simple, comment la collab est née? Alors, la collab, elle est née déjà de mon vécu. Donc, à l'époque, on est en 2014. Moi, je suis freelance en marketing communication depuis à peu près un an à mon compte. Je me lance en freelance pas par vocation et pas parce que je l'avais toujours rêvé, mais parce que je vivais à cette époque-là à Barcelone. Et suite à un petit échec d'expérience dans une agence locale, j'ai la volonté de continuer de vivre à l'étranger et ben, on peut dire que j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui des digital nomades, même si Mhm. ça n'existait pas vraiment à l'époque en termes de naming, mais c'était le choix de vie que je fais en 2014. Et puis, voilà, cette activité en indépendante accélère assez rapidement. Voilà, de mes 1, 2, 3 premiers clients, finalement, j'arrive à un volume d'affaires assez important. Et la particularité, c'est que sur tous mes projets, je collaborais avec des indépendants, puisque moi, je suis donc consultante en communication, donc je vais avoir toute la partie stratégie, gestion de projet. Je suis assez couteau suisse, donc à l'époque, je touche vraiment à tout, je mets la main à la pâte, on va dire. Mais pour accompagner au mieux mes clients, j'ai besoin d'autres experts à mes côtés, des développeurs, des designers, etc. Et du coup, se pose la question de comment, on va dire, continuer à développer mon activité. Pour la petite histoire, je fais des entretiens de recrutement avec des agences de communication françaises pour développer leur antenne à l'époque à Barcelone. Je fais plusieurs entretiens et en fait, c'est au fil de ces entretiens que je découvre qu'en fait, le modèle agence n'est pas celui dans lequel j'avais envie de moi-même travailler, que j'avais envie de proposer à des profils, à des talents, à des experts et que je voulais plus non plus proposer nécessairement à mes clients.
pour une raison principale, c'est que je trouvais hyper intéressant pour mes clients de leur proposer une équipe sur mesure par rapport à leurs besoins. C'est-à-dire que je ne vais pas positionner un profil parce que je l'ai déjà en salarié dans ma Hmm. société, il faut que j'amortisse les charges. Je vais proposer ce profil parce que c'est le meilleur profil pour ce client-là en termes d'appétence sectorielle, d'outils maîtrisés, etc. Et aussi parce que cet indépendant, cet expert, a très envie de bosser sur ce sujet, voilà, et ne pas imposer les sujets aux experts. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon constat de départ. Donc j'ai fait des process de recrutement pour des agences, comme je le disais, et au fur et à mesure des entretiens, en fait, on va dire que le modèle de la collab, c'est un peu structuré dans mon, dans mon mindset, j'ai été acceptée par une agence de communication. Et on m'a dit oui, donc c'était un CDI, directrice d'agence donc de communication à Barcelone. Ok. Et au moment où on m'a dit oui, j'ai rappelé, je pense, 3 ou 4 heures après en me disant bah, finalement non. Je suis désolée, mais en fait, ça serait une erreur autant pour vous que pour moi. Donc, évitons de perdre du temps et de l'argent. Je vais pas prendre le poste. Et du coup, j'ai continué mon aventure en créant la collab, du coup, une SAS, qui s'est développée après au fur et à mesure des années. Ok, waouh. Je savais pas que tu avais commencé aussitôt finalement à travailler avec, tu vois, à t'entourer d'autres freelances. Ce que tu dis, c'est en 2014, tu étais consultante, c'est ça? Et combien, Ouais. à peu près à partir de quel moment tu as commencé à te dire je vais bosser avec d'autres freelances au final? Je pense dès le 6e mois. Alors Ok. après, je pense que c'est ancré en moi parce Hmm. que j'aime pas faire de projet trop seul. J'aime beaucoup travailler en équipe avec des gens. Je sens que vraiment, je me sens beaucoup plus en confiance quand on est une équipe d'experts qui vient accompagner les clients. Donc ça, c'était vraiment mon état d'esprit. Et d'ailleurs, du coup, c'est les premiers freelances avec qui j'ai collaboré sont les premiers freelances qui ont rejoint la collab. Et ils ont participé complètement à la création de la collab, à la réflexion sur le nom, à l'identité Ok. graphique, tout ça. Ouais, ouais. Et mais bon, à l'époque, quand je leur parlais de ce que j'avais en tête pour la collab, etc., ils disaient, ah ouais, c'est génial et Ouais. tout. Vas-y, vas-y, on te suit, on te soutient, dis-nous de ce que tu as besoin, etc. Mais de côté, avec le recul, certains, ils m'ont dit que ils trouvaient ça top, mais qu'ils n'auraient jamais imaginé que j'allais le formaliser autant Hmm. et que ça se devienne ce que c'est aujourd'hui, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi les... Je trouve que c'est intéressant cette phase où, même si ça a été assez rapide puisque c'était 6 mois après, cette phase où tu as commencé à t'entourer, on va dire, d'autres personnes, travailler en équipe, c'est quoi peut-être les difficultés ou les challenges que tu as rencontrés à ce moment-là? Parce que je sais que nous, tu vois, on accompagne beaucoup justement tout pile à ce moment-là, tu vois, les Mhm, premiers moments. Et des fois, il peut y avoir mhm. des zones de friction, tu vois, en termes d'organisation, de structuration, est-ce que, tu vois, il y a des questions du style, est-ce que je dois rester uniquement sur la gestion de projet? Est-ce que je peux quand même continuer à être sur l'opérationnel? Enfin, tu vois, toutes ces questions-là. Mhm. Comment c'était pour toi à ce moment-là? Euh, En fait, moi, du coup, j'ai pris naturellement un rôle de chef de projet, même si je pouvais Ouais. garder quelques tâches opérationnelles. Avec du recul aujourd'hui, je pense vraiment que ce rôle de chef de projet, de gestion de projet, est hyper important. Ouais. Alors, c'est encore mieux si c'est quelqu'un qui a les codes de la gestion de projet et qui se forme à la gestion de projet, parce qu'être chef de projet, c'est un métier. Ouais. Il y a plein d'outils, il y a plein de bonnes pratiques, il y a un développement de posture. C'est aussi beaucoup de management. Alors, je dis souvent qu'à la collab, l'enjeu, c'est de manager sans manager. Donc, je parle plutôt d'animation, de facilitation, d'embarquer les équipes. Et l'idée, c'est que quand on travaille aussi entre indépendants VS que quand on a des salariés, en fait, les gens, s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'être là et il faut créer cette envie d'être là. Ça ne marche pas si on est trop descendant. En fait, il faut arriver à trouver les motivations qui vont faire que les gens embarquent. Et ça, c'est le gros défi
globalement du collectif ou du travail en équipe avec des freelances. Donc, c'est ce que j'appelle le manager sans manager. Et ça, c'était un point donc, qui est important et où je sens bien que c'est crucial pour que ça fonctionne bien. Dans les autres peut-être difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est sur la qualification des profils avec qui j'avais travaillé. Ouais, Donc, il y a ce côté, on peut parler pendant des heures avec des gens, euh, voilà, avoir sa grille de critères, de recrutement, de questions. Bon, il faut le faire, je fais ça très bien, ça peut faire gagner du temps, mais rien ne vaut que le concret et commencer à collaborer ensemble. Et c'est là où on se rend compte vraiment si on arrive à travailler. Donc, pour tester quelqu'un, moi, enfin, je m'étais imposé deux règles. ouais, Jamais tester plus d'un expert en même temps sur un projet. Donc, c'est-à-dire que, imaginons j'ai un nouveau client, je vais jamais construire une équipe de trois profils nouveaux avec qui j'ai jamais collaboré. Il y aura toujours deux anciens et ok, un nouveau. Ça, c'est aussi pour maintenir la satisfaction client, etc. ouais, Et la deuxième chose, c'est que souvent, les premières collaborations, on va peut-être travailler ensemble sur, par exemple, un appel d'offres, quelque chose sur lequel on n'a pas encore gagné, entre guillemets, et où on va aller gagner ensemble. mm, Ça dévoile beaucoup sur le mindset de la personne, son profil d'entrepreneur, sa volonté, voilà, de gagner, d'aller chercher de la satisfaction client. Donc, on apprend à la fois sur les hard skills et à la fois sur les soft skills sur ces étapes-là. Et ça, je pense que c'est important. Donc, voilà, faire confiance à d'autres personnes pour faire le job ouais, et comment éviter au maximum les erreurs, on va dire. Voilà, je pense que ça, c'est les deux principales difficultés, c'est manager sans manager ouais. enfin, comment choisir Les profils les avec bons qui tu travailles. freelance, ouais, les bons profils, voilà. Et est-ce qu'il y a des salariés dans la collab ou pas? Alors aujourd'hui, on a deux alternants Ok, sur les fonctions de Chief Community Officer qui va s'occuper de toute la partie onboarding des freelance, communication à la communauté de freelance et communication externe, donc ok, réseaux sociaux, tout ça. Et ensuite, on a une assistante de direction qui va épauler Célia et moi dans mm, toute la partie gestion administrative, organisationnelle et qui a un gros pendant compta aussi qui va être sur la mise en paiement des freelances, vérifier les contrats, vérifier voilà, les conformités juridiques, tout cet aspect-là. Et ensuite, donc, Célia et moi sommes aussi salariés oui. depuis quelques années là. Mhm. Je suis pas sur un poste à plein temps parce que c'est notre volonté de rester aussi indépendante et freelance. Mais il y a aussi ces deux ressources. Et après, sur le fonctionnement de la collab, on a plusieurs freelances qui interviennent. Donc, on a une freelance en contrôle de gestion, on a une freelance qui intervient sur toute la partie stratégie, financement de l'entreprise, voilà, tableau de bord, des choses comme ça, pilotage, quoi, on va Ouais, dire. Ensuite, on a une freelance sur la partie formation, puisqu'on est Calliope, donc qui est responsable pédagogique, qui ok. s'occupe de monter tous les dossiers de formation. Et on a une freelance qui s'occupe de la partie recrutement, qui nous aide sur tous les recrutements en jeu de freelance. Ok. Bon, déjà, Voilà. Donc, même dans les fonctions support, dans le SOC, on a quand même un gros ADN freelance VS salarié. ouais, mais c'était intéressant, je te posais la question parce que j'imagine que c'est sûr que le souhait de la collab, c'est de travailler avec le maximum de freelance, mais j'imagine que quand même pour le socle, le gros socle, on va dire, tu vois, il y a quand même cette importance-là, j'imagine, d'avoir des gens qui sont là à 100%. En fait, on a ce qu'on s'est donné comme voilà, de conduite, parce que nous, l'objectif, c'est de montrer que le modèle de freelancing Bien sûr. fonctionne à toute échelle d'entreprise, à toute taille d'entreprise. Enfin, les fonctions que l'on salarie et qu'on Mm. salariera, ce sont des fonctions support C'est ça. au fonctionnement de la collab et pas des fonctions de production. Parce Ouais. que souvent, il y a des collectifs qui
finalement, pour avoir plus de marge, etc., vont aller petit à petit intégrer un designer, un Ouais, développeur, etc., et pour essayer voilà, de marger un peu plus sur des projets. Nous, vraiment, les fonctions de production, ça reste chez les freelances, ça, c'est quelque chose qui est important chez nous. C'est simplement sur les fonctions support qu'on peut imaginer demain du salariat. ouais, c'est ce Et on qui est resterait un parfait. mix. Et on resterait quand même une équipe hybride hein, entre salariés et freelance, même dans les supports, parce qu'on est convaincu que d'avoir des freelances avec un point de vue extérieur qui ont travaillé dans d'autres Ouais. sociétés, qui travaillent actuellement sur d'autres projets en simultané, ça nourrit énormément aussi le modèle de croissance de la collab. Donc, c'est important pour nous aussi. De toute façon, la collab telle que c'est aujourd'hui, là, on enregistre en 2024, ça prouve, avec le nombre de personnes, avec le freelance avec qui vous travaillez, que ça marche aussi, tu vois, même avec autant de projets, autant de clients, etc. Tu vois, déjà, rien que là, tel que vous êtes aujourd'hui, ça prouve que ça marche, tu vois. Il y a il y a eu plusieurs étapes dans le développement de la collab sur lesquelles on a essayé de travailler pour dire, OK, ça marche. Je pense que la première étape, c'était de se dire, en 2018, on a gagné notre premier grand compte. Ok. Et quand j'ai créé la collab, je pensais absolument pas que un modèle comme celui-ci allait intéresser les groupes, quoi. Ouais. Enfin, c'était plutôt adressé aux startups et PME. Donc, la première chose qui a fait que je me suis dit, OK, ça fonctionne, c'est que finalement, ce modèle organisationnel-là et cette proposition, elle plaît à toute taille d'entreprise et de tout secteur d'activité. Ça, c'était vraiment, ça veut dire qu'on s'ouvre à un potentiel marché qui est dingue. La deuxième chose où on s'est dit ça marche, c'est quand il y a un premier freelance qui nous a dit je m'en vais vivre, bon, c'était Barcelone, la Ouais. première ville. Je m'en vais vivre à Barcelone. J'aimerais bien ouvrir le collectif La Collab à Barcelone. Donc là, c'est-à-dire qu'un freelance, une fois qu'il a goûté au modèle de collectif, s'il a voilà, un choix de vie perso ou pro différent, en fait, bah, il embarque avec lui la collab. Et c'est assez fort comme signal. Ça veut dire que vraiment, c'est utile et il en a besoin dans son quotidien. Et il sait que Mm. c'est un outil qui va lui permettre voilà, de développer son activité et d'asseoir son activité. Donc ça, on s'est dit, la deuxième fois, ça marche. Puis ensuite, bon, en 2020, il y a eu un gros tournant parce qu'on a fait le choix, du coup, vraiment de se développer dans un modèle organisationnel qu'on est aujourd'hui, qui n'était pas du tout l'objectif du départ. Hein. Cette ouverture de ville, ça s'est fait par opportunité. Ce sont Ok. des indépendants qui ont voulu porter le projet La Collab. C'était absolument pas structuré au départ. Et en 2020, on a fait le choix de structurer ce qu'on est en train de faire et d'avoir cet essaimage à l'échelle nationale. Et là, en 2020, on s'est fixé trois objectifs avec Célia. C'était de prouver que le modèle de collectif fonctionnait en termes de managérial, donc ce côté managérial horizontal, participatif, décentralisé. C'était faire la preuve que voilà, c'est assez innovant comme modèle de fonctionnement et de management, ça puisse fonctionner. Donc ça, je pense que là, aujourd'hui, c'est plutôt check, on va dire. Ouais. La deuxième chose, c'était de se dire que dans le modèle de gouvernance et de transparence qu'on a, ça pouvait aussi fonctionner. Donc, on a travaillé énormément sur les enjeux de gouvernance, bah, comme je disais tout à l'heure aussi, dans la décentralisation des pouvoirs et des responsabilités de chacun. Ouais. Et ça, aujourd'hui, on peut se dire que c'est OK aussi. On a un, un modèle organisationnel qui fonctionne plutôt bien. Et le troisième enjeu, c'est la rentabilité, Oui. forcément. On y vient. Donc ça, c'est un enjeu de tous les collectifs Ouais. qui existent. Mm. Moi, je crois que j'ai parlé avec tous les collectifs qui existent, en tout cas dans nos métiers, je pense que je vais parler avec tout le monde. Et même dans d'autres métiers, le sujet de la rentabilité est au cœur ben voilà, de ce nouveau modèle Bien organisationnel. sûr. Et nous, avec Célia, vraiment, on veut montrer que demain, construire un collectif, c'est viable, durable et rentable, en gros.
Ok. C'est un modèle organisationnel de fonctionnement qui est pérenne dans le temps. Donc, le challenge n'est pas tout à fait abouti. Je pense qu'on est à 80%. Ça a été beaucoup de remises en question, beaucoup de travail. En fait, on est confronté à un marché. En fait, le collectif d'indépendants, on dit que c'est la troisième voie. Il y a les agences de communication et les plateformes, en gros. Ouais. Et nous, on est au milieu, la troisième voie, à la fois pour les freelances et à la fois pour les entreprises. Mais cette troisième voie, en fait, en termes de marge, par exemple, elle doit se positionner entre les deux. On a marre, en fait, à la fois les freelances et les clients en ont marre de payer des fois deux, fois trois, fois quatre Ouais. sur les prix des freelances voilà, que peuvent appliquer les agences. Ils en ont marre aussi de payer le prix d'un senior alors que c'est un alternant qui travaille derrière. Donc, payer le juste prix par rapport au juste profil, ça, c'est une force aussi qu'on peut proposer à la collab. Et de l'autre côté, vous avez les plateformes qui proposent à peu près 15%. Alors, ça va dépendre. Affiché aux clients, ça va être entre 10 et 15%. Et puis, souvent, ils vont reprendre quelque chose au niveau des freelances. C'est ce qui est le cas, par exemple, chez Malte. Et donc, ils affichent ces marges-là. Ça rentre dans l'esprit à la fois des clients et des freelances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes-là, elles sont perfusées à la levée de fonds. Donc, on ne sait toujours pas si leur modèle économique, il est rentable et Comptable ou pas. viable Hmm. avec ce type de marge. Et de deux, bah, le service qui est proposé d'accompagnement, etc., il est assez faible pour les clients, pour les entreprises. Alors, il s'avère que, par exemple, Malte, aujourd'hui, ont des account managers qui pilotent les projets, etc. Mais finalement, quand vous avez un account manager, ça soit dire que vous dépensez des millions chez Malte et Oui. que, du coup, ils peuvent se permettre de mettre quelqu'un pour vous, soit ils vous font payer le service de l'account manager. Et donc, du coup, les marges, elles sont à nouveau plus hautes. Et donc, voilà. Du coup, on essaye de se positionner en tant que collectif dans un intermédiaire, mais voilà, c'est un challenge et un enjeu parce que si on essaie de se positionner avec les mêmes marges qu'une plateforme, bah, économiquement, c'est difficile. Et en Ouais. même temps, on ne souhaite pas aller jusqu'aux marges un petit peu abusives parfois des agences. Ok. Je Ouais. dis parfois, parce que les agences, elles ont quand même beaucoup évolué en termes de mindset sur cette partie-là. Elles ont pris conscience que si elles continuaient, elles allaient se priver quand même des meilleurs Oui. profils et ça pouvait les pénaliser dans aussi leur relation client et leur développement d'activité avec leurs clients. Effectivement, c'est hyper intéressant que tu parles de ça. De toute façon, la partie rentabilité, marge, ça faisait partie des sujets que je voulais aborder avec toi parce que je sais que c'est un enjeu, enfin, c'est un gros enjeu. Mais avant juste de venir sur ce sujet-là, je voulais revenir sur l'organisation que toi, tu as, on va dire, en tant que gérante avec Célia. Est-ce que tu peux juste nous dire quand est-ce que Célia a rejoint la collab du Mmh, coup et pour quelle raison? Ou est-ce que tu avais mmh, prévu de t'entourer déjà d'un associé ou est-ce que tu vois? mmh. Alors, moi, c'était enfin, le projet de la collab, il a directement été pensé avec plusieurs associés. Il Ok, n'a pas été pensé avec plusieurs villes comme c'est le cas, mais il a été pensé avec plusieurs associés. Donc, j'avais imaginé un capital assez ouvert et un capital ouvert principalement à ces profils de chefs de projet, on va dire. Finalement, aujourd'hui, les profils à la collab, c'est pas forcément toujours des profils de chefs de projet, mais ils ont un rôle au sein du collectif ouais, qu'on appelle les meneurs de projet ok, mais qui ont ce côté relation client, facilitateur, animateur, sourcing, enfin tout ça. Donc ça, c'était dès le début, capital ouvert, parce qu'en fait, pour moi, on fait pas un collectif tout seul, quoi. Enfin, c'est une aventure collective, donc on le fait. Ça n'avait pas de sens que je reste seule. J'ai rencontré Célia sur LinkedIn. Donc ouais, voilà, je la connaissais pas du tout avant. On s'est croisés voilà, sur LinkedIn, on a commencé à échanger ensemble. Je lui ai parlé petit à petit du projet La Collab que j'avais déjà lancé, puisque là on était en 2016, donc ça faisait un an que la boîte existait, le site était en ligne, que j'avais quand même dessiné un petit peu ma vision du collectif. Et elle a décidé de me rejoindre et de me racheter une partie de mes parts. Donc ça, c'était aussi
un check sur l'aspect, OK, le projet intéresse vraiment et Célia a pris quand même un risque au tout démarrage de se dire, OK, ben, je le rejoins, j'investis. Bon, la boîte ne voulait pas grand-chose, mais quand même, il y a eu cette démarche de dire, OK, je rejoins ce projet, j'y crois et on va l'amener loin ensemble. Voilà. Et du coup, elle m'a rejoint en 2017 officiellement. Ok. Bah, son arrivée a quand même été un marqueur d'accélération sur la collab. C'est vrai qu'à deux, eh ben, on va plus vite et on va plus loin aussi. Et puis après, aujourd'hui, on est beaucoup plus que deux, mais c'est vrai que c'est important. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi vos rôles à toutes les deux? J'imagine que vous avez des rôles différents dans l'entreprise, même s'il y a des ponts Mm, entre vous, forcément. Mais c'est quoi un peu vos rôles? Parce que ça, c'est une vraie question aussi que voilà, les entrepreneurs qu'on accompagne se demandent, tu vois, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'arrête de faire? Enfin, voilà quoi. Célia et moi, on est hyper complémentaires. Enfin, c'est vraiment, on s'est bien trouvés. Mm. D'ailleurs, sur toutes les premières années, on se disait que c'est pas possible, c'était trop beau pour être vrai, qu'on s'entende aussi bien et qu'on soit aussi complémentaires professionnellement. Il y a quelque chose qui est très fort aussi avec Célia, c'est qu'on s'admire énormément professionnellement, chaque l'une et l'autre. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et vraiment, on croyait qu'on était en lune de miel sur les 3 premières années et qu'il allait à un moment avoir un clash, quoi. Mais là, ça va, on a passé les 7 ans. Franchement, on a passé des moments enfin, assez difficiles aussi avec la collab et aussi assez mouvementés dans nos vies perso puisqu'on est toutes les deux devenues, par exemple, maman. Ça bouleverse. Et c'est là où on voit que ça fonctionne plutôt bien. Sur la répartition des rôles, en fait, moi, je suis directrice du développement. Donc, je vais être plutôt sur tous les sujets, marketing, communication, stratégie, financement, chercher des fonds, des prêts bancaires, Ok. tout ça, et partenariat et commercial, voilà. Et c'est moi qui me déplace souvent dans les villes pour accompagner les indépendants qui veulent lancer un collectif La Collab. Donc, j'ai ce côté, voilà, accompagner aussi et mentorer un petit peu les indépendants qui démarrent l'aventure du collectif. Célia, elle est directrice des opérations. Ok. Donc, bon, en gros, moi, je suis un mindset très à l'idée, créatif, visionnaire. J'aime bien lancer des Mm. nouveaux projets. Je sais décliner un plan d'action rapidement. J'arrive bien à embarquer les équipes sur les sujets, etc. Et Célia, bien qu'elle soit aussi quand même très, très innovante, elle a une capacité à prendre des risques qui est assez incroyable. Elle va être aussi beaucoup dans la formalisation, dans les process et s'assurer que les projets qu'on lance voilà, vivent bien dans le temps et évoluent bien dans le temps. Et donc, dans ces sujets, il y a process, outils, comptabilité, recrutement de Ok. l'équipe, recrutement aussi de nouveaux freelance, meneurs de projets, voilà. Animation de tout ce qu'on peut faire aussi, animation sur le collectif. Moi, je suis plus orientée client, elle est plus orientée freelance, par exemple. Ok. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a divisé la complémentarité. Et aujourd'hui, on a quand même d'autres associés qui sont des associés, en fait, dans les villes. Donc, par exemple, à Toulouse, on est associé avec Théo, qui est, lui, directeur général et qui s'occupe de toute la gestion de la structure de Toulouse. Oui. Donc là, il y a vraiment une délégation aussi des pouvoirs et des responsabilités, comme je parlais tout à l'heure. C'est lui qui mène la barque et nous, on est là en soutien. On est là pour le nourrir, on est là pour l'accompagner, trouver des solutions ensemble quand il y a des difficultés, fêter les victoires quand il y a Ouais. des réussites aussi. Mais voilà, du coup, on a aussi nos associés dans chacune des villes. Et c'est très complémentaire parce qu'ils ont une vision très opérationnelle et une connaissance parfaite de leur territoire, de leur réseau en local, etc. Donc, c'est une vraie complémentarité aussi qu'on retrouve là. Ok, donc vous, toutes les deux, vous êtes sur le grand global, la collab, on va dire. Et après, mais en même temps, avec d'autres villes, enfin, je pense qu'à un moment donné, tu es un peu obligé, tu vois, de Oui, structurer comme ça, j'imagine. oui, Et on peut dire que toutes les deux, enfin, c'est assez connu comme modèle, entre guillemets, c'est un peu le fameux duo visionnaire intégrateur qu'on appelle souvent. Enfin, je trouve que là, c'est mm, ce qu'on retrouve finalement dans ce que vous avez fait naturellement et qui fonctionne bien pour vous, pour toutes les deux aujourd'hui. Ok, top. Donc ça, c'est clair là-dessus, parce que c'était une question qui était importante à mon avis.
Et on va revenir sur la marge, la rentabilité, etc. Comment vous fonctionnez avec vos freelances? Est-ce que vous imposez des prix ou est-ce que vous les laissez vous faire des propositions? Parce que ça, c'est un gros enjeu aussi. Parce que moi, je sais que sur le 3-6, on a énormément d'entrepreneurs qui nous disent, bah, en fait, tous les profils avec qui j'ai envie de travailler, ils sont trop chers et du coup, je ne peux pas travailler avec eux parce que sinon, l'enveloppe globale est trop élevée pour le client et donc, du coup, moi, j'ai plus de marge. Donc, comment vous faites du coup, au dealer? Ouais. Bon, c'est un sujet s'est posé 1000 fois et ce que tu viens de dire, la problématique revient encore sans arrêt. Mais alors, premier élément de réponse, nous, c'est les free qui fixent leur prix. Pourquoi? Parce que on défend vraiment un modèle d'indépendant et d'entrepreneur. Et l'indépendance et la liberté, on croit dur comme fer que ça commence par la liberté de fixer son prix. Et donc, c'est important pour nous en termes de valeurs et d'engagement social et sociétal qu'on porte de laisser les freelances fixer leur prix. Donc, effectivement, aux clients, on doit leur dire déjà, toujours, quand on propose un devis, au-delà de vous proposer un livrable, on vous propose un profil. C'est-à-dire que si ce profil, il ne vous convient pas, on doit le changer pour X ou Y raison, le prix va changer. Parce que peut-être qu'on ira sur un profil plus senior, plus junior, qui aura une expertise plus pointue, etc. Et donc, il n'y a pas de prix préétabli à la collab. Notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir proposer du sur-mesure. Et en fait, pour moi, je ne sais pas comment on peut faire du sur-mesure et du personnalisé si on commence à standardiser des profils, des tarifs, des livrables, etc. Voilà. Donc, c'est souvent challengé, mais c'est quelque chose que, voilà, on garde voilà, notre valeur ajoutée. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est du sur-mesure, donc on ne fixe pas les prix. Après, sur le sujet de donc les freelances se vendent trop cher, il y a plusieurs enjeux. Déjà, le TGM ne veut pas dire grand-chose parce que il y a des gens qui vont avoir un TGM à 300 euros et qui, pour une mission, vont dire il me faut 5 jours et donc ce sera 1500 euros. Et puis, il y a des gens qui vont être à un TGM à 500 euros et puis ils vont vous dire bah, moi, il me faut 2 jours, donc ça fait 1000 euros. Donc, en fait, celui qui a un TGM de 500 euros, et ben, du coup, il est moins cher que celui qui avait un TGM à 300 parce Ouais. qu'il met moins de temps. Voilà. Donc ça, moi je dis attention, on enlève un peu le côté TGM, voilà, voyant les projets dans leur globalité. La deuxième chose, c'est que par exemple, on a dans notre méthodologie, on demande toujours aux prospects, aux clients, de nous communiquer une enveloppe budgétaire. Ok. En ce moment, c'est un peu difficile d'avoir l'enveloppe budgétaire parce que les entreprises sont un peu frileuses, etc. Mais nous, on dit, si vous ne nous en donnez pas, on ne peut pas répondre. Donc, on a Ouais. besoin d'une fourchette. Si vous voulez pas nous en donner, on répond pas. Parce que, Ok. en fait, pour travailler, on a besoin de ça. Parce que, en fait, comme on fait des équipes sur mesure, en fait, pour répondre à une charte graphique, ben, on pressent par rapport aux besoins exprimés un profil senior. On veut savoir si le budget en face est en adéquation avec le profil senior. Bien sûr. Et donc, on fait beaucoup de pédagogie au niveau du client pour ça. Et en fait, quand on a une fourchette de prix ou un budget, ce qui est intéressant, c'est que là, quand même, on va venir vers les freelances en disant, OK, voici le budget du client. Donc, quel est le budget qui reste pour les freelances qui vont Ok. travailler? C'est celui-là. Après, en fait, ils ont la possibilité soit de s'aligner à ce budget par rapport au brief, mais aussi d'ajuster un peu leurs prestations par rapport à ce Oui. budget-là. Qu'est-ce qu'ils vont délivrer pour essayer d'atteindre les objectifs ou comment ils vont découper leur mission pour qu'à la fois on réponde aux besoins du budget et aux besoins globaux. Donc, c'est Oui. ça. Donc, Ouais. disons qu'il y a, c'est pas le bon mot, la négociation, mais il y a beaucoup de communication entre les trois parties, quoi, quelque part. Toi au socle, le prospect et puis le freelance. Ouais. De toute façon, il faut que l'argent ne soit pas tabou. Ouais. En tout cas, à la collab, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'inculquer à tout le monde. Il ne faut pas que ça soit tabou. C'est un sujet comme tous les autres.
Nous, on a décidé d'être au maximum transparent avec les freelances, avec les clients. Donc, il faut être solide sur ses appuis, C'est comme ça. on dit dans le sport, quoi. Mais pour être solide sur ses appuis, on a une valeur ajoutée à défendre. Les clients ou les prospects sont là parce qu'ils ont compris cette valeur ajoutée qu'on avait à proposer. Donc, OK, il faut que ça soit fair pour tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et d'ailleurs, quand je dis solide sur ses appuis, c'est tout à l'heure, tu disais que les personnes avaient du mal à revendre le prix enfin, Oui, qui était après la marge et tout parce que les freelances c'était trop cher. En fait, je pense ils devraient se former sur la partie commerciale parce que en fait, mm, c'est assez subjectif, c'est trop cher. oui, Si complètement. on pense vraiment que c'est le bon profil, qui a la bonne expertise avec le bon livrable et que c'est ça qui va faire décoller le business du client, enfin, c'est pas trop cher en fait. C'est juste le prix que ça vaut de faire du bon boulot, quoi. Donc, je Raison, trouve hein. que nous, quand on entend, enfin, nous, ça nous arrive, les meneurs de projets qui Oui. portent la casquette commerciale vont souvent dire, bah, c'est trop cher. Bon, Mm, bah, c'est trop cher, en fait, on lui dit, bah, soit c'est que tu crois pas en l'expertise du freelance ou à la proposition que tu as fait le freelance. Et à ce moment-là, si tu n'y crois pas, tu n'arriveras pas à le vendre au client. Donc, tu reviens vers lui, tu retravailles ta proposition parce qu'en fait, soit tu n'as pas le bon profil, soit ce qu'il t'a proposé, il y a un truc qui va pas. Il faut que tu sois convaincu. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu es convaincu et que tu y crois et que tu vas en clientèle, quand tu vas avoir le c'est trop cher du client, bah, comme tu es convaincu, bah, tu vas pouvoir lui expliquer par A plus B ouais. que c'est le prix qu'il faut y mettre quoi, pour y arriver. Quoi. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, c'est sûr, c'est une question de posture, d'aimer son produit, d'aimer les gens avec qui on travaille, les freelances, etc., croire en eux aussi. Mais est-ce Mhm. que vous avez quand même une limite où vous appliquez systématiquement le même pourcentage de marge, tu vois, sur vos projets ou comment c'est calculé? Ouais. J'imagine que ça varie du coup. Bah, pas tant que ça. Ok, Du coup, la collab, elle prend 15% et c'est fixe et arrêté. ok, Du coup, je savais pas. c'est 15% du devis, de la facture finale. Donc, ça n'évolue pas. Après, il y a des pourcentages d'apport d'affaires qui peuvent évoluer, être appliqué, pas appliqué, mais vraiment, généralement, c'est 5%. Et après, ce sont tous les frais opérationnels qui vont. Donc, nous, c'est assez fixe. C'est pour ça que, tu vois, là, je peux en parler et le dire ouvertement. Ouais, On peut en parler aux clients s'il y a besoin. On en parle aux freelance quand on monte les budgets. Souvent, par exemple, les freelance, ils voient le prix final, en fait. Par exemple, quand on fait une presse pour un client, ben, déjà, on collabore sur la presse. Donc, eux, ils ont tous envoyé le devis au meneur de projet. Et sur la presse, on met les prix de vente. Donc, en fait, tout le monde est à l'aise avec le prix de vente final, normalement. Et d'ailleurs, ça peut arriver parfois qu'on a des freelances qui nous disent, bon, en fait, franchement, pour le client, je trouve que ça fait un peu cher en prix de vente. Donc, je vais revoir ma proposition un petit peu, soit en termes de ok, contenu, soit en termes de tarifs. Parce que je sais de toute façon qu'avec la collab, en termes de gestion de projet, bah, enfin, tout est beaucoup plus cadré, je vais perdre moins de temps, etc. Donc, je peux un petit peu revoir ce que j'aurais pu faire en direct avec un client. ouais, Donc, c'est il y ça. a quand même aussi, voilà, C'est c'est du bon sens. c'est du bon sens, c'est flexible et c'est surtout aussi avec les profils avec qui vous avez l'habitude de travailler. Tu vois, j'imagine que vous travaillez en toute confiance et que du coup, automatiquement, y a ça qui se fait naturellement, finalement. Oui. Et quand il y a un ego du prix, je ne l'ai pas dit, mais en gros, quand il y a un ego du prix, c'est en gros, bah, soit tout le monde baisse, soit personne baisse, quoi. On y Oui, va tous ensemble, quoi. ok, Voilà. génial, j'adore. Ouais. Je te poserai une question après là, sur la culture d'entreprise parce que je trouve que c'est fascinant d'arriver à faire ça, je trouve, avec autant de gens. Mais je vais juste revenir sur la notion de sur-mesure. Est-ce que du coup, ça vous prend pas, je sais pas, je me dis, mais ça doit vous prendre du temps, non, de faire les propositions? Tu vois, entre le moment où tu vas chercher les freelances, où tu reviens, etc. Est-ce que vous avez un timing? J'imagine que vous avez un process, enfin, tu vois. Je suis curieuse de ça. Elle est forte, cette Pauline. Elle met le doigt là où ça fait mal. Oui, ça prend du temps. Je pense que globalement, ça prend du temps. On a fait énormément de process, de tutos. On a écrit la manière
voilà, donc ça pouvait être le plus optimisé, le plus facile, Ouais. etc. On s'est outillé, tu vois, on a un annuaire interne des profils freelance sur lesquels on peut faire des exports de portfolio pour aller plus vite. On a vachement de méthodologie collaborative où les free, comme je disais tout à l'heure, viennent collaborer sur la slide. Mais globalement, oui, ça prend du temps. Du coup, le meneur de projet est rémunéré sur chaque projet pour ce rôle qu'il porte là et pour son travail effectivement de sourcing, de phase commerciale. Euh, mais je pense vraiment que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir, par exemple, un taux de conversion de 1 sur 3, quoi. Ok, tu penses que c'est à cause de ça potentiellement, quoi. Ouais, parce Ok. que enfin, je pense que la personnalisation de l'offre, le fait qu'on ait pris le temps de découvrir le besoin, de faire matcher les bons profils, etc., de répondre aux vrais besoins, au bon prix, dans le bon délai, avec les bonnes personnes, ben voilà, on arrive à avoir un taux de conversion de 1 sur 3 qui est plutôt bon, quoi. Et Oui, si oui. on standardisait, je pense qu'effectivement, on mettrait peut-être plus, on mettrait moins de temps pour répondre à des besoins, mais je pense qu'on en gagnerait moins. Donc, l'un dans l'autre, Ouais. Donc, vous avez quand même fait beaucoup de travail pour optimiser ça, tu vois, là, de ce ouais. que tu me dis. Oui, oui, oui. Et Vous on avez... y travaille toujours. Et ouais, bah oui, j'imagine. Et vous n'avez pas réussi, je sais pas moi, à trouver une colonne vertébrale entre, tu vois, tous les différents types de demandes qui fait que ça peut aller plus vite? Après, on a nos offres, enfin, on va dire les demandes qu'on a le plus souvent. Donc, par exemple, Ouais. création de site web, création ou refonte d'image de marque, donc avec identité éditoriale, identité de marque, plateforme de marque, quoi. On a tout ce que la partie réseaux sociaux, la partie traffic management avec des ads. Et là, par exemple, on a quand même des devis types, en fait, on va dire. On a des devis types, mais plutôt en termes de contenu, où ça va aider à faire le brief et la définition du besoin. Ça va aider à briefer les fris sur ce qu'on veut dedans. Et après, on a un plan de charge qui nous permet de structurer l'offre commune avec les pricing, tu vois. Et voilà. Non, après, il y a beaucoup de choses. Oui, on a un CRM qui est partagé. Du coup, effectivement, dessus, il y a tous les produits types de tout ce Oui. qu'on peut vendre, qui a été, voilà, qui est le fruit des années d'expérience, des milliers de devis. Et on a essayé de compiler le meilleur pour avoir des choses le plus complètes. Mais des fois, on peut enlever des lignes, rajouter des lignes. Enfin, voilà. Ça reste quand même personnalisable, mais on a un socle de travail, quoi. Ouais, il y a quand même un socle. Voilà, c'était ça un peu, tu vois, ma Mm. question. Mais j'imaginais que oui, mais je voulais, tu vois, parler de ça. Ouais. Et moi, j'ai une grosse question sur la qualité. Comment tu fais pour maintenir la qualité de votre travail avec autant de parties prenantes? Alors, ben, la clé, c'est nos meneurs de projet. Franchement, c'est un recrutement qui est très sensible chez nous. Il y a un parcours d'intégration au rôle de meneur. En fait, tu es meneur de projet, tu t'engages quoi, dans la collab, tu crois vraiment au modèle et c'est une aventure durable. Tu peux devenir associé du coup de ta ville. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est un engagement quand même fort. C'est clair. C'est 2 ans d'intégration, donc pendant lesquels tu es mentoré par un associé existant, quelqu'un qui a déjà fini l'intégration, donc du coup quelqu'un qui maîtrise tous les process, toutes les recos, qui a déjà de la satisfaction client, on sait que ça fonctionne, etc. Et donc ce mentor, il intervient à plusieurs niveaux en amont du projet pour aider la vente, faciliter la vente et faire gagner du temps au meneur de projet qui est en train de prendre ses repères dans la collab, quoi. Ensuite, pendant le projet, pour regarder justement, ben, est-ce que les livrables, ça va, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec les prix, il n'y a pas de problème avec les clients, vérifier un petit peu. Et ensuite, en après-projet, là, on a tout ce qui est questionnaire de satisfaction. Donc, on a un questionnaire de satisfaction au projet et on a une campagne annuelle d'avis clients, enquête quali, Ok. donc sur lesquels on demande des entretiens avec les clients pour échanger. Et là, sur ça, en fait, donc on demande aux meneurs de projet de le faire, donc de nous faire une restitution. Et nous, parfois, on prend aussi quelques projets, voilà, lambda, et sur lesquels on fait
l'interview pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est pas forcément pour vérifier toujours la qualité des projets, parce que des fois, on sait que ça se roule avec le meneur de projet, mais c'est aussi parce que c'est intéressant d'avoir la vision du client sur l'expérience qu'il a avec la Oh, ouais. collab, pour aussi enrichir complètement tous les process, le modèle, et améliorer toujours être en amélioration continue de l'expérience client avec nous, quoi. Ok. Et voilà, donc c'est principalement ça. Et après, par contre, s'il y a de l'insatisfaction, donc freelance, parce que ça peut être aussi un freelance qui fait remonter que ça se passe pas bien Oui, avec le meneur de projet. Donc, qui est de l'insatisfaction freelance et l'insatisfaction client. Le step 1, c'est qu'on rentre toujours, c'est là où moi ou l'associé de la ville, en médiation avec donc vraiment des discussions tripartites pour comprendre le fond du problème. On n'est pas en jugement direct. Voilà, on analyse le contexte, la situation. Ça, c'est en étape 1, on fait une étape de médiation. S'il y a un deuxième problème, par contre, là, j'avoue que on prend pas le risque trop longtemps qu'il y ait des problèmes à bien répétition avec sûr. une personne. Et du coup, la personne elle est souvent off-boardée du collectif d'un commun Oui, accord. oui, oui, Sans bien sûr. que ça se Mais passe mal, mais bon. en même temps, déjà, merci de ta transparence. Forcément, ça arrive. Et c'est pas pour ça, tu vois, que ça Oui, vous remet en question, vous. C'est juste, bah, ça arrive. Tu vois, toutes les grandes boîtes de ce monde, elles n'ont pas 100% de satisfaction, ni côté équipe, etc., ni côté client. Ça n'existe pas, le oui, 100%. Donc, clairement. donc voilà, enfin, même si on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et justement, je vais faire un step sur cette question-là. Le fameux manager sans manager. Moi, il y a quelque chose vraiment chez la collab qui m'inspire de dingue, c'est vraiment ouais, comment vous faites pour créer tu vois, garder cette culture d'entreprise avec autant de gens, les faire, vraiment les embarquer, tu vois, dans la vision et tout. Je trouve ça dingue, quoi. Tu vois, comment vous faites, tu vois? Je pense que on est solide sur nos convictions et, euh, et ça c'est important parce que bien qu'on est quand même toujours agile en évolution permanente parce que tout bouge beaucoup à la collab, il y a toujours des nouveaux projets, etc. Il y a quand même quelques convictions qui sont centrales et qui sont quand même un petit peu difficiles à faire trembler, quoi, à faire bouger. Mais je pense que c'est voulu parce que c'est cadrant et structurant et que ça, c'est vraiment ce qui va permettre d'avoir une vision et de se projeter sur le long terme. Ensuite, je pense que on s'attache vraiment à passer beaucoup de temps à donner du sens. Et en fait, on est toujours en train de réexpliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on a mis ça en place, etc. Parce que, un, il y a toujours des gens qui arrivent, qui on board, qui n'étaient pas là avant, Ouais, il faut qu'ils aient l'info. Et de deux, c'est très important. En fait, je me suis aperçue que même des gens qui sont là depuis très longtemps, ils se rappellent pourquoi on en est là. Parce que des fois, il y a des choses qui sont passées et sur lesquelles bah, on se souvient plus trop pourquoi on a pris cette décision à un moment-là. Après, je pense que la troisième chose, après donner du sens, je pense que c'est de faire participer à la prise de décision. ouais. Euh, il y a aucune, enfin, moi, je prends aucune décision. Vraiment, si je prends une décision, c'est que il y a personne avant moi qui avait pu la prendre, quoi. Donc, toutes les décisions sont prises par les FRI ou des squads, on a des commissions de travail, etc. Et quand une décision est prise, je la remets jamais en question, même si c'est pas ce que j'aurais fait moi. Ok. C'est très important. Par exemple, un truc tout bête, les templates réseaux sociaux, c'est pas moi qui j'ai pas participé, je les ai pas fait. Il y a une commission de FRI qui se sont réunis avec des experts social media qui ont pris des décisions à un certain moment, quoi. Et aujourd'hui, quand on utilise les templates, ben, on parle, par exemple, il y a un meneur de projet qui va prendre la parole, par exemple, et il va essayer de faire modifier le template. Et en fait, là, je dis non. Il dit, ouais, mais non, je comprends pas, j'aime pas, machin. Je dis non, en fait, il y a 6 freelances qui ont bossé sur le Ouais, sujet. ok. Je comprends. Je suis d'accord avec toi, ben, qu'il y a des choses qui sont pas comme je l'aurais fait, enfin, que j'aurais imaginé, mais en fait, c'est leur décision. Donc, si tu veux, on fait modifier les choses. Par contre, tu vas pitcher ton problème aux 6 personnes, quoi. Et là, généralement, déjà, ça passe un peu le truc, quoi. Déjà, ah ouais, ok, je vais pas embêter 6 personnes pour changer un template, quoi. Oui, Voilà. c'est pas en mode c'est toi qui as le dernier mot, c'est plutôt toi qui as le dernier mot parce que derrière toi,
il y a toute une armée, entre guillemets, de personnes qui ont décidé. C'est ça. Et je remets pas en question rarement ce qui a été décidé et moi, je m'impose de faire valoir ce qui a été décidé, même si c'est pas ce que j'aurais fait moi. Donc ça, c'est hyper important. Célia, elle essaye aussi d'être dans cette dynamique-là. C'est quelque chose qui nourrit. Et ça, je pense que ça permet aussi d'embarquer parce qu'en fait, on donne la responsabilité à un moment donné à un autre organe, à d'autres freelances, à un ou plusieurs freelances. Ils portent cette responsabilité. Ben, nous, on soutient cette responsabilité jusqu'au bout, quoi. Ouais, Et ok. la notion de responsabilité, c'est aussi un enjeu, c'est que on renvoie énormément à la responsabilité de chacun. Et ça marche dès le onboarding d'un free. Par exemple, tout le monde nous dit, ah, j'aimerais bien rejoindre la collab, etc. Je reçois pas de mission. Alors moi, je leur dis toujours, mais en fait, la collab, c'est pas une plateforme, hein. Notre promesse, c'est pas d'envoyer du business à tous les freelances de France. Notre promesse, c'est créer un groupe de travailleurs indépendants experts qui va s'entraider professionnellement sur leur carrière aussi en micro-entreprise, auto-entrepreneur, en indépendant, et me voir parfois dans les chemins de vie perso, parce que maternité, il faut se remplacer, etc. Enfin, et je dis, on ne vous promet pas du business. Après, des liens secrets, de la confiance secrète. Du coup, forcément, il y a du business qui arrive. Mais Bien en fait, sûr. aujourd'hui, si tu veux venir à la collab, amène un projet. Enfin, moi, ils me disent, t'aurais pas un projet pour moi à la collab, j'aimerais bien intégrer. Je fais, et toi, est-ce que tu as un projet pour moi, en fait? Oui, bien sûr. Moi, je suis freelance aussi à la collab. Est-ce que tu as un projet? Enfin, Ouais, et la donc notion voilà, de responsabilité, d'engagement aussi. euh, voilà. ouais, clairement. Et en fait, il faut que tout soit aligné dans nos prises de parole, dans notre façon d'agir. C'est pas, voilà. Enfin, il faut porter nos engagements, nos valeurs, nos convictions assez fort. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu, les friends, ça, ils me disent, mais comment ça, t'as porté une mission? Je dis, bah oui, c'est, enfin, du win-win, c'est une communauté. Enfin, Bien pourquoi sûr. ça sera à moi de t'apporter une mission, tu vois? Enfin, ils sont interloqués, donc ça interroge sur le modèle, sur la façon dont on l'a Oui. structuré. Et ça renvoie directement le bon message, je pense aussi, quoi. Ok. Hyper intéressant. Enfin, j'aurais encore des milliards de questions là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Euh, je vais te poser un peu la dernière question. Je sais, et c'est pour ça que je fais cet épisode avec toi. Je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants qui m'écoutent, qui se posent la question d'évoluer en mode agence hybride, un peu comme la collab, ou tu vois, enfin, faire un collectif. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ou alors, ce serait quoi peut-être le premier conseil que tu leur donnerais? Ou ouais, venant de ton expérience, même si là, on en a beaucoup parlé, mais Je pense que faire le projet d'un collectif, c'est avoir le mindset collectif. ouais, Et malgré tout, il y a des gens qui ont envie de garder le contrôle et qui ont envie de garder la main, ce que je comprends et ce que je peux entendre. Mais si vous voulez faire un collectif qui fonctionne, il faut lâcher prise et faire confiance à d'autres personnes. Moi, je me dis toujours que j'ai trop de chance d'avoir des gens plus brillants que moi au sein de la collab et c'est grâce à eux que ça fonctionne, quoi. ouais. C'est pas du tout grâce à moi, quoi. Même si peut-être moi, Oui, juste ma valeur ajoutée, c'est d'avoir mis tout ce monde-là en musique, quoi. Mais, mais voilà, ben, je l'ai noté tout je à pense l'heure, que tu c'est vois. écouter. Quand tu l'as dit, j'ai noté la notion d'aimer travailler aussi avec d'autres personnes, d'aimer le collectif. Et je pense que clairement, si tu as envie de partir ouais, tu te poses la question potentiellement, là tu nous écoutes, tu te poses la question de ça, clairement, je pense que ça fait partie des trucs hyper importants. Si tu as envie de garder le contrôle sur tout, bon, même si ça peut se manager, ça aussi, tu vois, on peut travailler sur soi et tout. Enfin, Mmh, voilà, mais c'est ouais, sûr que si tu t'es plutôt, t'as pas envie, c'est pas trop ton truc de travailler en collectif, peut-être que c'est pas le modèle qu'il te faut et peut-être que c'est autre chose. C'est ça que tu veux dire. ouais. En fait, c'est pas un choix, je pense, business. C'est plus tu vois, un choix personnel, en fait, de Ouais. comment tu as envie de travailler et gérer ta vie, quoi. Mmh. Tu vois? Mais c'est hyper important parce que nous, c'est pour ça qu'on les fait beaucoup travailler, tu sais, sur leur vision. Et on leur Ouais. fait travailler sur la vision personnelle pour ensuite aller sur la vision professionnelle. Et quelque part, la vision, l'ambition, elle est au carrefour des deux. Et si Mhm. effectivement, d'un point de vue perso, bah, ça ne matche Mhm. pas avec tes envies de vie, bah, c'est mort, quoi. Et c'est OK, Mhm. c'est pas grave, tu fais autre chose. Tu vois, tu grandis vers autre chose, quoi. Mais clairement, juste le perso,
Moi, mon ambition perso-pro, c'était de créer un business sur lequel je ne suis pas indispensable. Hmm, Donc, ma plus grande réussite, c'est quand je suis partie en congé maternité il y a 9 mois et que la collab a tourné tout seul. Mais genre là, je me suis dit, non, mais là, tu as réussi ce que tu voulais faire en c'est fait. clair. Tu as créé un truc qui roule sans toi. Bon, bien sûr, ils étaient tous contents quand je suis revenue, mais enfin, ça n'a Mais pas eu ouais, tu as d'incidence. réussi à construire quelque chose qui permet que tu n'es pas du tout indispensable. Et ça, je pense que c'est genre le mot de la fin parfait pour cet épisode. Parce que je crois qu'il y a énormément de gens qui m'écoutent qui ont cette ambition-là, tu vois. Donc, merci de nous inspirer parce que c'est hyper inspirant de voir que tu as réussi à construire tout ça. Et même si j'imagine que voilà, ça n'a pas été facile tout le temps, c'est normal, c'est l'entrepreneuriat. Surtout qu'on n'en a pas parlé, mais on n'en parlera pas là et peut-être sur un autre épisode, mais tu as aussi monté d'autres boîtes, donc tu fais plein de choses. Donc du coup, tu as Mm. réussi à mener de front tout ça et c'est fou. Donc merci pour l'inspiration, Laura. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir pour l'invitation. Merci pour l'invitation et vous pouvez me questionner sur vos projets avec plaisir. Voilà. Je trouve que c'est toujours enrichissant d'avoir des échanges avec des personnes qui se posent ces questions-là. Je serais ravie de pouvoir partager encore. Ben, merci beaucoup, Laura. Je te dis à très vite. Bye bye. À bientôt! Il y a énormément de choses à retenir de cet épisode, mais dans les grandes lignes, voilà ce que je t'invite à garder en tête. Si tu te poses la question de passer en collectif, ou en tout cas en mode un petit peu hybride, type la collab avec ton activité, déjà travaille sur ta vision perso, puis pro, et trouve un alignement entre tout ça. S'il s'avère que le collectif ne te tente pas, n'y va pas tout simplement, et trouve un autre modèle pour évoluer. C'est complètement OK. Si tu décides de construire un modèle similaire à la collab, alors dans ces cas-là, forme-toi à la gestion de projet, si en tout cas c'est pas ton métier, si tu ne maîtrises pas cette compétence-là, parce que c'est indispensable pour pouvoir t'extirper de l'opérationnel pur et mener finalement le développement. Gros sujet sur la rentabilité. Si tu as la même vision que Laura et Célia sur le respect des freelances, notamment, en tout cas j'espère que c'est le cas, laisse la liberté aux freelances qui travaillent avec toi de fixer leur prix. Communique bien aux futurs clients que tu apportes une solution à une problématique, mais que tu apportes aussi et surtout une équipe, des profils d'experts. Cela justement permettra de valoriser ce que tu vends. Pense aussi bien à demander le budget de tes prospects. De cette façon, tu pourras adapter en fonction et puis trouver un terrain d'entente entre toutes les parties pour ne rien négliger, ni la valeur du freelance ou des freelances avec qui tu travailles, ni la tienne, ni le projet du client pour justement maintenir la qualité. Fixe-toi aussi une marge sur laquelle tu ne déroges pas et sois transparent entre tous les parties justement sur cette marge-ci. Le gros enjeu aussi d'un collectif, c'est la notion de culture d'entreprise. Pour la maintenir, Laura nous a partagé, on va dire, 3 grands piliers. Déjà, être solide sur ses convictions et donc sur les valeurs de ton entreprise. Communique sur le sens et la vision le plus souvent possible pour leur donner envie de s'engager encore davantage et faire participer les freelances avec qui tu travailles dans la majorité des décisions. Je précise d'ailleurs que là, ce conseil-là, il fonctionne pour tous les types d'entreprises à mon avis. Enfin, le gros challenge, c'est aussi celui de maintenir la qualité. Pour ça, Laura nous a partagé quelques tips. Travailler minimum avec 1 à 2 personnes sur un projet avec lesquels tu as déjà travaillé et dont tu sais finalement, tu connais la qualité et que ça fit pour travailler ensemble. Déjà, ça t'évitera des mauvaises surprises. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur le sujet et d'ailleurs j'aurais pu parler pendant 1 heure de plus avec Laura tellement j'avais de questions et tellement c'était enrichissant. Mais en tout cas, j'ai développé un petit peu les grandes lignes sur cette fin d'épisode. J'espère que cet épisode t'a apporté de la lumière peut-être sur les questions que tu te poses et que c'était intéressant pour toi. Je te dis à la prochaine. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.